Mon fils a brisé la mâchoire du proviseur devant toute l'école et maintenant tout le monde l'appelle un héros. Le médecin des urgences m'a dit que mon fils de 15 ans, Liam, s'était fracturé 3 phalanges en frappant le proviseur Richard Thornton au visage lors du rassemblement matinal devant 847 élèves et enseignants. Je suis resté là, dans le couloir, stérile, essayant de comprendre ce que cela signifiait, tandis que mon téléphone vibrait de dizaines de messages d'autres parents. Le médecin a dit que Liam était en train d'être évalué pour un état de choc et qu'il ne parlait pas de ce qui s'était passé. Les images de vidéosurveillance montraient clairement l'agression. La mâchoire de Thornton a été brisée à 2 endroits, nécessitant une réparation chirurgicale avec des plaques métalliques. La police attendait d'interroger Liam et avait déjà indiqué que des accusations d'agression seraient portées contre lui en tant qu'adulte, compte tenu de la gravité de la blessure. J'ai demandé au médecin si je pouvais voir mon fils, et elle m'a conduit dans une salle où Liam était assis sur une table d'examen, regardant sa main droite bandée. Quand il m'a regardé, ses yeux étaient complètement vides, pas en colère, ni effrayés ou défiants, juste vide d'une manière qui m'a serré, la poitrine de peur. « Papa, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement », a dit Liam, et sa voix était effrayante de calme. « Je vais être arrêté. Ils vont m'accuser d'agression grave. J'ai cassé la mâchoire de Thornton, je l'ai frappé de toutes mes forces devant tout le monde, et je le referai. » J'ai commencé à l'interrompre, mais il a levé sa bonne main pour m'arrêter. « Avant d'essayer de me défendre, de comprendre ou d'arranger ça, tu dois savoir ce que Thornton a fait, ce qu'il fait depuis des années. Pourquoi j'ai dû l'arrêter publiquement là où il ne pourrait plus mentir ou dissimuler. » Liam a pris son téléphone et a ouvert un fichier vidéo. L'image était sombre et tremblante. Mais j'ai pu distinguer un couloir de l'école la nuit. Des voix se disputaient, et j'ai alors entendu la voix de Thornton dire clairement quelque chose qui m'a glacé le sang. Il menaçait un élève, disant que s'il rapportait ce qu'il avait vu, il s'assurerait que ses candidatures à l'université soient détruites et que sa famille perde tout. La vidéo a continué, et j'ai vu Thornton coincer physiquement une adolescente en pleurs contre les casiers. Elle le suppliait d'arrêter, et il disait que c'était sa faute si elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. L'enregistrement s'est coupé brusquement, mais pas avant que je voie Thornton saisir le bras de la fille assez fort pour laisser des marques. C'est Sofia Delgado, la voix brisée. Elle est en seconde. Je l'ai trouvée dans l'escalier Est mercredi. Soir, après la répétition du club de théâtre, elle était recroquevillée par terre en train de pleurer, sa chemise était déchirée et elle m'a dit que Thornton l'avait coincée après qu'elle l'ait vu prendre de l'argent dans le fonds de soutien sportif. Il l'a agressée pour lui faire peur et la faire taire. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne parce qu'il avait menacé sa famille. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai commencé à enquêter et j'ai trouvé 4 autres élèves qui ont été menacés ou agressés par Thornton au cours des 3 dernières années. Tous trop effrayés pour le dénoncer parce qu'il contrôlait les recommandations pour l'université et avait des relations pour détruire leur avenir. J'ai eu la nausée en entendant mon fils décrire un prédateur opérant au sein de son école. J'ai demandé pourquoi il n'était pas venu me voir ou n'avait pas rapporté cela à la police ou au conseil scolaire, et l'expression de Liam s'est durcie. Parce que Thornton fait ça depuis 8 ans et personne ne l'a arrêté, le surintendant adjoint et son beau-frère, la fille du président du conseil scolaire, est entrée à Yale parce que Thornton a falsifié son dossier scolaire et écrit des recommandations élogieuses. Il est protégé par des gens qui profitent de sa corruption. La seule enseignante qui a essayé de le dénoncer il y a 3 ans a été licenciée sous de fausses accusations et a été mise sur la liste noire de l'enseignement dans l'État. Le système le protège. Alors j'ai rassemblé des preuves auprès des élèves qu'il a blessés. Des images de sécurité dont il ignorait l'existence, des registres financiers montrant qu'il a volé plus de 300 000 des fonds de l'école, des témoignages de victimes trop effrayées pour s'exprimer officiellement. Et ce matin, pendant le rassemblement, je l'ai confronté devant tout le monde. J'ai raconté à toute l'école ce qu'il avait fait, et quand il a essayé de m'attraper et de me traîner hors de la scène, je me suis défendu. Le détective Lewis Ashford est entré dans la pièce avec 2 policiers en uniforme et s'est présenté. Il a demandé si nous pouvions parler en privé, et j'ai dit que tout ce qui serait discuté le serait devant mon fils. Ashford a hoché la tête et a pris une tablette montrant les images de sécurité du rassemblement scolaire. La vidéo montrait Liam, debout sur le podium pendant ce qui devait être le moment des annonces. Au lieu de lire les remarques préparées, Liam a commencé à énumérer des allégations contre Thornton. Agression de mineurs, détournement de fonds scolaires, falsification de dossiers académiques, intimidation de témoins. La caméra a montré le visage de Thornton devenir blanc puis rouge, alors que les élèves commençaient à murmurer. Les membres du corps enseignant se sont levés, l'air confus. Puis Thornton s'est avancé vers la scène, criant que Liam mentait et était mentalement instable. Il a attrapé Liam à la gorge et a essayé de l'enlever physiquement du podium. L'image était cristalline. Liam parlait calmement jusqu'à ce que Thornton l'attaque. Puis mon fils a lancé son poing au visage de Thornton avec assez de force pour assommer le proviseur immédiatement. « Votre fils plaide la légitime défense », a dit Ashford prudemment. Et les images confirment que Thornton a initié le contact physique. Cependant, la gravité de la blessure et la nature publique de l'incident compliquent les choses. Le district scolaire exige des poursuites. L'avocat de Thornton menace de procès massif. Mais il y a autre chose. Ashford m'a montré une autre vidéo. Celle-ci provenait d'une caméra cachée que Liam avait placée dans le bureau de Thornton 2 semaines plus tôt. La vidéo montrait Thornton comptant de l'argent et le mettant dans un coffre personnel. Elle le montrait en train de modifier des dossiers scolaires d'élèves et de falsifier des signatures. Elle le montrait au téléphone menaçant un parent qui avait remis en question sa gestion d'une plainte pour harcèlement. Le détective a avancé jusqu'à une partie où Thornton rencontrait une élève plus âgée et la conversation devenait prédatrice. Thornton faisant des commentaires explicitement inappropriés et touchant l'épaule de l'élève malgré son malaise évident. Votre fils a déposé une clé USB avec plus de 40 heures d'enregistrement sur mon bureau ce matin avant le début des cours, ainsi que des registres financiers, des témoignages de témoins et une chronologie détaillée des activités criminelles de Thornton remontant à 8 ans. J'ai regardé Liam avec d'autres yeux. Mon fils calme et studieux, qui aimait les ordinateurs et passait des heures dans sa chambre, menait apparemment une enquête de justicier depuis des semaines. « Pourquoi tu n'as pas simplement donné ces preuves à la police et laissé faire ?» ai-je demandé, et la mâchoire de Liam s'est contractée. « Parce que j'ai essayé ça d'abord.
il y a 3 semaines. Je suis allé au poste et j'ai parlé à un policier de Sofia. J'avais la vidéo de Thornton l'agressant. Le policier a pris mes informations et a dit que quelqu'un ferait le suivi. 2 jours plus tard, Sofia a été convoquée dans le bureau de Thornton et il lui a dit que son jeune frère serait expulsé pour possession de stupéfiants à moins qu'elle ne retire son histoire. Les stupéfiants ont été plantés. Le policier à qui j'ai parlé était l'ancien colocataire d'université de Thornton. Le système est corrompu de haut en bas. J'avais besoin de l'exposer publiquement là où il ne pourrait pas enterrer l'affaire. Là où des centaines de témoins forceraient une action. L'expression du détective Ashford suggérait qu'il avait déjà entendu des histoires similaires. Le policier à qui vous avez parlé était Jeffrey Strand. Il fait actuellement l'objet d'une enquête des affaires internes pour des allégations de corruption non liées. Je fais partie d'un groupe de travail enquêtant sur les liens entre certains administrateurs scolaires et les forces de l'ordre. Les preuves de votre fils déposées ce matin ont considérablement accéléré notre calendrier. Nous avons déjà obtenu des mandats pour fouiller le bureau et la maison de Thornton. Ses comptes bancaires sont gelés et nous interrogeons les élèves qui l'auraient agressé. Ashford a regardé directement Liam. Tu as fait quelque chose d'incroyablement stupide et d'incroyablement courageux. Tu nous as forcé la main et tu feras face à des conséquences pour l'agression. Mais tu as aussi potentiellement sauvé d'autres enfants d'être victimisés. Le procureur devra décider comment procéder. Je recommande que le contexte soit fortement pris en compte. Au cours des 48 heures suivantes, l'histoire a explosé dans les médias locaux et nationaux. Des vidéos de téléphones portables d'élèves lors du rassemblement sont devenues virales, montrant les accusations de Liam et la réaction violente de Thornton. Le moment où Liam a frappé le proviseur a été diffusé en boucle dans les journaux télévisés, avec des experts juridiques débattant de la légitime défense contre la justice expéditive. Les parents ont inondé le conseil scolaire d'exigences de réponse sur la façon dont le comportement de Thornton était passé inaperçu. Le surintendant adjoint a démissionné en 24 heures après l'apparition de courriels montrant qu'il avait enterré des plaintes antérieures contre son beau-frère. La présidente du conseil scolaire a été forcée de partir lorsque des preuves ont révélé la falsification du dossier scolaire qui avait placé sa fille dans une université de l'Ivy League. 3 enseignants qui avaient été témoins de la mauvaise conduite de Thornton, mais étaient restés silencieux, ont présenté des déclarations exprimant leur peur de représailles. Toute l'administration a été révélée comme complice ou incompétente. Les victimes ont commencé à se manifester. Sofia Delgado a donné une interview décrivant comment Thornton l'avait agressée et avait menacé sa famille. Elle a montré des ecchymoses sur ses bras, là où il l'avait saisie. 2 autres filles se sont présentées décrivant des agressions similaires lorsqu'elles ont été témoins des crimes financiers de Thornton. Un garçon a témoigné que Thornton avait falsifié son dossier disciplinaire pour l'empêcher d'entrer à l'université après que sa famille ait remis en question l'utilisation des fonds scolaires par le proviseur. Un autre élève a fourni des preuves que Thornton vendait des lettres de recommandation pour l'université à 5 000 $ chacune à des familles riches, créant un marché clandestin de fraude académique. L'ampleur de la corruption de Thornton était stupéfiante. 8 ans d'abus systématiques de pouvoir, de comportements criminels et de victimisation d'élèves qui faisaient confiance au système pour les protéger. Ma femme, Julia, était revenue de son voyage d'affaires pour trouver nos vies bouleversées. Elle a lutté pour concilier le garçon qu'elle a élevé avec l'adolescent qui a brisé la mâchoire d'un homme adulte. Nous sommes restés éveillés pendant des heures à lire les preuves que Liam avait compilées. Des feuilles de calcul financières traçant les fonds détournés, des témoignages de témoins pris en secret, des vidéos de caméras qu'il avait cachées dans toute l'école. Liam avait construit un dossier solide avec la méticulosité d'un enquêteur formé. Julia continuait de demander pourquoi il ne nous l'avait pas dit. Et j'ai dû admettre que je ne savais pas. Notre fils portait ce poids seul depuis des semaines, alors que nous étions concentrés sur le travail et les routines quotidiennes. Nous avons raté les signes. Les nuits tardives qu'il disait passer sur des projets scolaires, l'attention que nous attribuions au stress normal de l'adolescence, les questions qu'il posait sur les procédures légales que nous supposions être de la curiosité académique. J'ai commencé à examiner les matériaux d'enquête de Liam plus attentivement, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Il avait créé une base de données des victimes de Thornton, avec des dates, des lieux et des descriptions détaillées de chaque incident. 17 élèves sur 8 ans. Certains ont été agressés physiquement lorsqu'ils ont été témoins de crimes financiers ou ont défié l'autorité de Thornton. D'autres ont été soumis à des fraudes académiques qui ont détruit leurs perspectives universitaires. Plusieurs ont été harcelés ou agressés lorsqu'ils étaient seuls avec Thornton. Le schéma était clair et délibéré. Thornton visait des élèves vulnérables qui avaient peu de chances d'être crus ou qui avaient quelque chose à perdre s'ils se manifestaient. Des élèves de familles pauvres qui dépendaient de bourses d'études, des enfants avec des dossiers disciplinaires, quiconque dont la parole serait remise en question face à un administrateur respecté. Liam a documenté comment la corruption de Thornton s'étendait au-delà des crimes individuels à la manipulation systémique de toute l'école. Il a trouvé des preuves que Thornton gonflait les notes des tests standardisés, permettant à certains élèves de tricher tout en dénonçant d'autres pour des infractions mineures afin de maintenir les moyennes statistiques. Il a découvert que Thornton dirigeait des contrats lucratifs de fourniture scolaire et de services vers des entreprises appartenant à des proches en échange de pots de vin. Le programme sportif fonctionnait sous des registres d'éligibilité falsifiés, Thornton permettant à des élèves académiquement inéligibles de jouer en échange de paiement de leur famille. La réputation parfaite de l'école et les taux élevés d'acceptation dans les universités ont été construits sur la fraude, l'intimidation et l'activité criminelle que Thornton a orchestrée et dont il a profité. La découverte la plus troublante était un fichier que Liam avait étiqueté « Assurance ». Il contenait des preuves que Thornton collectait des informations compromettantes sur les parents, les enseignants et les membres du conseil scolaire pour garantir leur conformité et leur silence. Des photos d'un enseignant marié ayant une liaison, des registres financiers montrant une fraude fiscale d'un membre du conseil, des preuves du statut d'immigration sans papier d'un parent. Thornton a transformé les vulnérabilités et les secrets des gens en armes pour construire un réseau de complices involontaires qui avaient trop peur pour s'opposer à lui. Plusieurs enseignants ont été témoins de ces abus envers les élèves, mais n'ont pas pu dénoncer sans risquer leur propre exposition. Les parents qui remettaient en question ces décisions se voyaient ciblés par des menaces de dénoncer leurs enfants pour des violations fabriquées ou d'exposer des secrets de famille. C'était un système élaboré de contrôle qu'il a fallu des années pour construire.
Liam a été accusé d'agression devant le tribunal pour mineur en raison de son âge, mais le procureur a clairement indiqué que la gravité de la blessure de Thornton signifiait que des conséquences sérieuses étaient reprobables. Notre avocat, Maxwell Brenner, était un ancien procureur spécialisé dans les affaires de légitime défense. Il a examiné les images et les témoignages et a dit « Nous avons un dossier solide, mais rien n'est garanti. La nature publique de l'agression et la préméditation de Liam à confronter Thornton compliquent l'argument de la légitime défense. » Brenner a expliqué que, bien que Liam ait été attaqué en premier, sa décision d'accuser publiquement Thornton pourrait être vue comme une provocation. Le fait que Liam ait rassemblé des preuves et choisi une confrontation publique suggérait qu'il avait anticipé la violence et s'y était préparé. Ce niveau de planification sapait les allégations de pure légitime défense. Nous faisions face à une possible détention juvénile et un casier judiciaire qui pourrait suivre Liam jusqu'à l'âge adulte. Brunner a commencé à construire notre défense en les élèves que Thornton avait victimisés. Sofia Delgado nous a rencontrés au bureau de Brunner et a décrit en détail ce qui s'est passé la nuit où Liam l'a trouvé. Elle travaillait tard sur un projet du club de théâtre quand elle a vu Thornton dans le bureau administratif compter de l'argent du fonds de soutien au sport. Elle a supposé que c'était légitime, jusqu'à ce qu'elle le voie mettre l'argent dans sa mallette personnelle au lieu du coffre de l'école. Quand il a réalisé qu'elle observait, il l'a suivie dans le couloir et a exigé de savoir ce qu'elle avait vu. Sofia a essayé de partir, mais Thornton l'a attrapée et l'a poussée contre les casiers. Il a déchiré sa chemise et a menacé que si elle racontait à quelqu'un ce qu'elle avait vu, il planterait des stupéfiants dans son casier et la ferait arrêter. Ensuite, il s'assurerait que ton jeune frère soit expulsé et que le statut d'immigration de ta famille soit signalé aux autorités. J'étais terrifiée, a dit Sofia, et les larmes coulaient sur son visage. Mes parents sont venus ici légalement, mais nous avons des parents qui sont sans papier. Thornton savait cela d'une manière ou d'une autre. Il savait exactement comment me menacer d'une manière qui me garderait silencieuse. Je suis allée dans l'escalier pour pleurer, et c'est là que Liam m'a trouvée. Je ne voulais pas lui raconter ce qui s'était passé, mais il a été si gentil et patient. Il a dit qu'il avait remarqué que Thornton visait des élèves et essayait de trouver comment l'arrêter. Il m'a convaincu que je n'étais pas la seule victime et qu'ensemble nous pourrions exposer ce que Thornton faisait. Mais j'avais encore peur. Liam a promis qu'il trouverait un moyen de me protéger, moi et les autres victimes, en s'assurant que Thornton ne puisse plus blesser personne. Une autre victime, nommée Trevor Yates, a décrit comment Thornton a détruit ses perspectives universitaires à cause d'un conflit familial. Le père de Trevor a demandé pourquoi la nouvelle installation sportive de l'école avait coûté 3 fois le budget initial. Il a soulevé des inquiétudes lors d'une réunion du conseil scolaire concernant une possible fraude de l'entrepreneur. Une semaine plus tard, Trevor a été convoqué au bureau de Thornton et accusé de malhonnêteté académique lors d'un examen important. L'accusation a été complètement fabriquée, mais Thornton a falsifié des preuves, y compris des copies d'examens modifiées et des témoignages falsifiés d'enseignants qui ont admis plus tard avoir été contraints. Trevor a été suspendu pendant 10 jours et l'incident a été inscrit dans son dossier permanent. Ses candidatures pour les écoles de division 1 ont été rejetées à cause de la mention de malhonnêteté académique. Son père a essayé de combattre les accusations, mais Thornton a menacé de trouver plus de violations et de s'assurer que Trevor soit totalement expulsé. La famille a fini par abandonner et Trevor a fini dans un collège communautaire au lieu des universités qui le recrutaient pour le football américain. Une fille nommée Rebecca Choi a témoigné que Thornton l'avait agressée après qu'elle ait été envoyée à son bureau pour une violation du code vestimentaire. Elle portait un débardeur qu'un enseignant considérait inapproprié. Thornton a dit qu'elle devait se changer et, quand elle a dit qu'elle n'avait rien d'autre, il a proposé de la ramener chez elle pour prendre une chemise différente. Rebecca était mal à l'aise, mais ne sentait pas qu'elle pouvait refuser. Un ordre direct du proviseur. Au lieu de conduire chez elle, Thornton s'est arrêté sur un parking vide et a dit que si elle allait s'habiller de manière inappropriée, elle devait comprendre les conséquences. Il l'a touchée et a fait des commentaires explicites sur son corps. Quand Rebecca a essayé d'ouvrir la porte de la voiture, Thornton a saisi son poignet et a dit que si elle rapportait ce qui s'était passé, il prétendrait qu'elle avait initié le contact, essayant d'éviter une punition. Pour la violation du code vestimentaire, il a dit que personne ne croirait une adolescente face à un proviseur respecté. Rebecca a été trop traumatisée pour dénoncer l'agression. Elle a commencé à avoir des attaques de panique et ses notes ont chuté. Ses parents ont remarqué le changement, mais Rebecca n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé. Elle a vu comment d'autres élèves qui avaient défié Thornton avaient été détruits et ne pouvaient pas risquer cela. Quand Liam l'a approchée avec des preuves que d'autres élèves avaient eu des expériences similaires, elle s'est enfin sentie assez en sécurité pour se présenter. Liam m'a montré des vidéos de Thornton menaçant d'autres enfants, a dit Rebecca. Il a tout documenté avec tant de soin. Il m'a dit que si nous nous présentions tous ensemble avec des preuves, Thornton ne pourrait pas enterrer l'affaire, que le grand nombre de victimes et la preuve de ses crimes forcerait une action. Mais il a aussi dit qu'il comprenait si je n'étais pas prête, que ma sécurité comptait plus que d'attraper Thornton. C'est ce qui m'a convaincu. Il se souciait vraiment de nous protéger, pas seulement d'avoir raison. L'audience préliminaire était bondée de médias et de partisans. Des élèves de l'école porteurs des t-shirts disant « Nous sommes avec Liam » et porteurs des pancartes exigeant justice pour les victimes de Thornton. Le procureur a présenté l'accusation d'agression avec des preuves médicales montrant la gravité des blessures de Thornton, mâchoire brisée nécessitant une réparation chirurgicale avec des plaques métalliques, commotion cérébrale, fracture faciale, 3 dents cassées. Le chirurgien qui a opéré Thornton a témoigné que la force du coup était suffisamment importante pour causer des dommages permanents aux nerfs, ce qui affecterait la capacité de Thornton à manger et parler normalement. Le procureur a soutenu que Liam avait utilisé une force excessive et avait créé la confrontation délibérément. Il a présenté l'enquête de Liam comme une preuve de préméditation, suggérant que Liam avait prévu de provoquer une réaction violente justifiant son agression. Brenner a contre-attaqué avec des images de sécurité montrant Thornton étranglant Liam et des témoignages selon lesquels le proviseur avait des antécédents de violence contre les élèves. Il a appelé Trevor Yates, qui a décrit avoir été physiquement poussé par Thornton lors de sa confrontation sur les accusations de malhonnêteté académique. Un autre élève a témoigné avoir vu Thornton attraper un élève de première année par le col et le jeter contre le mur pour avoir bavardé pendant un rassemblement. Une enseignante a admis à contre-cœur avoir été témoin de Thornton
frappant un élève qui perturbait dans le couloir. Chaque témoignage a construit un modèle de violence suggérant que Liam avait des raisons légitimes de craindre pour sa sécurité lorsque Thornton l'a attaqué sur scène. Brenner a également présenté des preuves médicales montrant des ecchymoses sur la gorge de Liam, compatibles avec un étranglement, et a soutenu que son client avait utilisé la force minimale nécessaire pour échapper à une attaque potentiellement mortelle. Le juge a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour un procès, mais a exprimé son inquiétude quant aux implications plus larges. Il a déclaré que l'affaire soulevait des questions sur l'échec institutionnel et la réponse proportionnée lorsque les systèmes, conçus pour protéger les enfants, finissent par permettre les abus. Il a reconnu que Liam avait essayé de travailler via les canaux officiels avant de prendre les choses en main. Mais il a aussi affirmé que la justice expéditive ne pouvait être tolérée, même lorsque les systèmes officiels échouaient. La question pour le procès serait de savoir si la réponse de Liam constituait une légitime défense ou une force excessive motivée par la colère et le désir de vengeance. Le juge a fixé le procès à 3 mois plus tard et a ordonné que Liam reste sous la garde de ses parents avec surveillance électronique et couvre-feu. Il a également ordonné une évaluation psychiatrique pour évaluer si Liam représentait un danger pour les autres. Thornton a été arrêté sous plusieurs accusations de crime dans la semaine suivant l'agression. Les comptables judiciaires ont tracé 340 000 $ de fonds détournés vers des comptes offshore à son nom. Ils ont également découvert 120 000 $ supplémentaires en espèces cachées dans un coffre dans le sous-sol de Thornton, ainsi que des registres financiers falsifiés et des livres comptables documentant ses activités illégales. 4 élèves ont fourni des déclarations sous serment décrivant des agressions et l'intimidation de témoins. Les dossiers falsifiés ont affecté plus de 20 élèves sur 5 ans. Les enquêteurs ont trouvé des preuves que Thornton opérait son système de fraude aux recommandations universitaires pendant toute la durée de son mandat de proviseur, avec au moins 35 familles payant entre 3 000 et 10 000 $ pour des dossiers académiques falsifiés et des lettres de recommandation élogieuses. L'enquête criminelle s'est étendue pour inclure le réseau de facilitateurs et de complices de Thornton. Son beau-frère, le surintendant adjoint, a été accusé de complot et d'obstruction après que des courriels ont révélé qu'il avait activement enterré plusieurs plaintes concernant le comportement de Thornton. La présidente du conseil scolaire a fait face à des accusations d'acceptation de pots de vin et de falsification de dossiers académiques. L'acceptation de sa fille à Yale a été annulée lorsque l'université a découvert l'étendue de la fraude. Le policier qui a averti Thornton du rapport initial de Liam a été licencié et accusé de faute officielle. Un entrepreneur qui a payé des pots de vin à Thornton en échange de contrats de construction scolaire a été accusé de corruption. L'ampleur de l'entreprise criminelle était effrayante, avec au moins 7 personnes faisant face à des accusations pour leur rôle permettant ou bénéficiant des crimes de Thornton. L'avocat de Thornton a d'abord essayé de prétendre que les preuves étaient contaminées parce que Liam les avait obtenues illégalement. Mais le juge a décidé qu'un mineur enquêtant sur des crimes contre des mineurs avait plus de marge de manœuvre que la police. Les caméras cachées ont capturé Thornton dans son propre bureau, menant des activités illégales. Les registres financiers provenaient de systèmes scolaires auxquels Liam a accédé en utilisant des connaissances informatiques de base et ses identifiants légitimes de comptes étudiants. Rien de ce que Liam avait fait n'atteignait le niveau de surveillance illégale ou de piratage qui exclurait les preuves. Le juge a également noté que Liam avait essayé de rapporter ses découvertes par les canaux officiels avant de recourir à l'enquête secrète. Le fait que son rapport initial ait été enterré par un policier corrompu a renforcé, plutôt qu'affaibli, l'admissibilité de ses preuves. Le district scolaire a fait face à une action collective des familles et d'élèves qui ont été victimisés sous sa surveillance. La négligence était indéniable. De multiples plaintes concernant Thornton avaient été présentées sur 8 ans et toutes avaient été enterrées ou ignorées. L'ancienne enseignante qui avait été licenciée pour avoir dénoncé Thornton s'est jointe au procès avec des preuves de représailles et de licenciement abusif. Elle a fourni des documents montrant qu'elle avait déposé 3 plaintes distinctes concernant le comportement inapproprié de Thornton envers les élèves, y compris des incidents spécifiques d'abus physiques et verbal. Chaque plainte a été rejetée par le surintendant adjoint qui a prétendu que les accusations étaient infondées et motivées par une animosité personnelle. Quand elle a persisté, a soulevé des inquiétudes, elle a été accusée de créer un environnement de travail hostile et a été licenciée avec une note dans son dossier qui l'empêcherait d'être embauchée ailleurs. L'assureur du district a refusé de couvrir les réclamations, citant une mauvaise conduite systémique de la part des administrateurs qui annulaient leur couverture. Le district faisait face à une responsabilité potentielle de dizaines de millions de dollars avec des ressources insuffisantes pour payer les jugements. Le surintendant a été forcé de démissionner et le conseil d'éducation de l'État a placé tout le district sous surveillance d'urgence. Une enquête externe a révélé que la corruption de Thornton faisait partie d'un modèle plus large de mauvaise conduite impliquant des violations du programme sportif, l'acceptation de pots de vin de familles riches et des systèmes de fraude académique qui ont artificiellement gonflé les classements et la réputation de l'école. L'école à laquelle j'avais fait confiance pour éduquer et protéger mon fils fonctionnait comme une entreprise criminelle organisée depuis près d'une décennie. Julia et moi avons lutté pour expliquer à la jeune sœur de Liam, Amy, ce qui se passait. Elle avait 12 ans et fréquentait le même district scolaire, bien que dans un bâtiment différent. Elle a entendu des rumeurs et vu la couverture médiatique, mais ne comprenait pas complètement pourquoi son frère était appelé à la fois un héros et un criminel. Nous nous sommes assis avec elle un soir et avons essayé d'expliquer en termes appropriés à son âge que Liam avait découvert de mauvaises choses se passant dans son école et avait essayé de les arrêter. Qu'il avait fait un choix pour protéger d'autres élèves, même si cela signifiait se mettre en danger. Amy voulait savoir pourquoi les adultes n'avaient pas arrêté le proviseur s'il blessait des enfants. Nous avons dû admettre que nous n'avions pas de bonne réponse. Les systèmes qui devaient protéger les enfants avaient échoué, et cet échec a forcé Liam dans une situation impossible. Amy nous a surpris, en disant que les enfants de son école parlèrent de Liam constamment, que les élèves partagèrent des histoires sur des enseignants ou des administrateurs qui avaient été inappropriés ou abusifs, que les actions de Liam avaient redonné du courage à d'autres enfants pour parler de mauvaise conduite dont ils avaient été témoins ou victimes. Elle a dit que ses amis appelaient Liam courageux et disaient qu'il souhaitait avoir quelqu'un dans leur école qui affronterait les adultes qui abusèrent de leur pouvoir.
Entendre cela d'Amy m'a fait réaliser que l'impact de Liam s'étendait bien au-delà des crimes spécifiques qu'il avait exposés. Il avait déclenché une conversation plus large sur la responsabilité institutionnelle et les droits des élèves qui résonnaient dans tout le district. Les enfants remettaient en question l'autorité de manière qu'ils ne faisaient pas auparavant. Les parents examinaient les administrateurs plus attentivement. La culture de déférence inconditionnelle envers les fonctionnaires de l'école était remplacée par un scepticisme sain et des exigences de transparence. L'évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal a été menée par le docteur Eleanor Whitfield, une psychologue légale spécialisée dans le traumatisme adolescent et le développement moral. Elle a passé 10 heures à interviewer Liam en plusieurs sessions. Elle a également interviewé Julia et moi, ainsi que les professeurs, entraîneurs et amis de Liam. Son rapport a conclu que Liam ne représentait pas un danger pour les autres et que ses actions n'étaient pas indicatives de tendances violentes ou d'un trouble de la personnalité antisociale. Au lieu de cela, elle a décrit un adolescent très intelligent et moralement sérieux qui a vécu ce qu'elle a appelé une blessure morale, en étant témoin d'injustice et en se sentant impuissant à les arrêter par les canaux conventionnels. Le Dr Whitfield a expliqué que l'enquête et la confrontation de Liam avec Thornton représentaient une tentative de restaurer l'ordre moral dans un environnement où l'autorité institutionnelle avait été corrompue. Le rapport du Dr Whitfield a noté que Liam présentait des signes de traumatisme et de dépression liés à ses expériences. Il portait le fardeau de la victimisation d'autres élèves depuis des semaines, tout en menant une enquête secrète qui exigeait une tromperie constante. Il vivait avec la connaissance que si son enquête était découverte, avant qu'il ne puisse exposer Thornton publiquement, les preuves seraient détruites et les victimes feraient face à des représailles. Le poids psychologique de cette responsabilité serait difficile pour un adulte et a été écrasant pour un jeune de 15 ans. Le Dr Whitfield a recommandé une thérapie continue pour aider Liam à traiter son traumatisme et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Elle a souligné que, bien que la violence de Liam fût compréhensible dans le contexte, elle ne pouvait pas devenir sa réponse par défaut à l'injustice. Il devait apprendre qu'il y avait des moyens de créer des changements qui n'exigeaient pas de sacrifices personnels ou de violation des lois. Le procès de Liam est devenu un référendum sur l'échec institutionnel et la justice expéditive. L'accusation était dirigée par la procureure de district, Vanessa Torres, qui avait la réputation d'être dure avec la violence juvénile. Elle a soutenu que, peu importe à quel point la colère de Liam pouvait être justifiée, les citoyens ne pouvaient pas se faire justice eux-mêmes par la violence. La société exigeait des lois et des procédures, même lorsque ces systèmes étaient imparfaits, car permettre aux adolescents de mener des enquêtes et de confronter physiquement des figures d'autorité crée un précédent dangereux qui pourrait conduire au chaos. Torres a présenté le témoignage d'un expert, un criminologue, qui a soutenu que se faire justice soi-même a historiquement conduit à la violence des foules et à l'effondrement de l'ordre civil, affichant des images de l'agression à plusieurs reprises pour souligner la force du coup de poing de Liam et la gravité des blessures de Thornton, arguant que Liam avait de multiples options, y compris aller voir les médias ou contacter les autorités éducatives de l'État et qu'il avait choisi la violence à la place, tandis que Brenner a soutenu que Liam avait épuisé les voies officielles et que, lorsque tout un système conçu pour protéger les enfants protège au contraire les prédateurs, ces enfants ont le droit de se défendre eux-mêmes et de défendre les autres, présentant le témoignage de Sofia Delgado décrivant comment Thornton l'avait agressé et comment l'intervention de Liam l'avait potentiellement sauvé d'une victimisation encore plus grande, appelant des psychologues légistes qui ont expliqué que Liam craignait réellement pour sa vie lorsque Thornton lui a saisi la gorge devant l'école, Brenner présentant des preuves montrant que le schéma des ecchymoses sur le cou de Liam était cohérent avec des tentatives d'étranglement et arguant que quelques secondes de pression supplémentaire auraient pu causer des blessures graves ou la mort, tout en présentant également des témoignages d'experts sur l'impact psychologique de la trahison institutionnelle, montrant que la décision de Liam d'agir directement était une réponse rationnelle à un échec systémique plutôt qu'une violence impulsive. Le témoignage des victimes a été dévastateur, Sofia Delgado décrivant son agression avec des détails graphiques, y compris les menaces de Thornton contre sa famille, témoignant de l'agression dans la voiture en s'effondrant, plusieurs fois alors qu'elle racontait le traumatisme, et Trevor Yates expliquant comment ses rêves universitaires ont été détruits par les accusations fabriquées de Thornton, et comment sa famille s'est sentie impuissante à riposter, chaque victime décrivant s'être sentie piégée et sans espoir, avant que Liam ne les aborde avec des preuves et un plan pour exposer Thornton, plusieurs témoignant qu'ils avaient envisagé de sauter la vie parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait aucune échappatoire aux menaces de Thornton et que personne ne les croirait s'ils le dénonçaient. L'enquête de Liam leur ayant donné l'espoir que la justice était possible et sa confrontation publique prouvant que même les prédateurs puissants pouvaient être tenus responsables. La défense a appelé le détective Ashford, qui a témoigné sur l'enquête de corruption que son groupe de travail menait, expliquant qu'ils étaient au courant des allégations contre Thornton, mais qu'ils avaient du mal à monter un dossier solide parce que les victimes avaient trop peur de se manifester et que les preuves étaient systématiquement détruites par les complices de Thornton, les preuves de Liam ayant fourni la percée dont ils avaient besoin, y compris la documentation de crimes dont le groupe de travail ignorait même l'existence, Ashford témoignant que sans l'enquête de Liam, Thornton aurait pu continuer à opérer pendant des années, causant des dommages supplémentaires aux élèves, reconnaissant que les méthodes de Liam étaient problématiques du point de vue de l'application de la loi, mais affirmant que le résultat était extrêmement positif en termes de protection des enfants et d'exposition de la corruption institutionnelle. L'accusation a appelé Thornton lui-même comme témoin, ce que Brenner avait anticipé et préparé, Thornton apparaissant dans un fauteuil roulant avec la mâchoire câblée, parlant à travers un amplificateur de voix qui rendait ses mots mécaniques et déformés, se peignant comme un éducateur dévoué qui avait commis quelques erreurs financières mais n'avait jamais intentionnellement nui aux élèves, prétendant que les allégations d'agression étaient des inventions d'adolescents à problème en colère contre des mesures disciplinaires et que les irrégularités financières étaient des erreurs comptables et non du vol, mais lorsque Torres l'a interrogé sur son attaque contre Liam pendant l'assemblée, Thornton a prétendu qu'il essayait de protéger l'école d'un élève perturbé, qui lançait des accusations absurdes, disant qu'il avait saisi le bras de Liam et non sa gorge, et qu'il essayait de l'escorter hors de la scène lorsque Liam l'a agressé sans provocation. Le contre-interrogatoire de Thornton par Brenner a été brutal, reproduisant les images de sécurité image par image, montrant les mains de Thornton clairement autour de la gorge de Liam, présentant des preuves médicales des urgences, documentant les marques d'étranglement et montrant des images
Des caméras cachées de Liam capturant Thornton en train de compter de l'argent volé, de menacer des parents et de faire des commentaires inappropriés sur des élèves, Thornton essayant de rejeter les images des caméras cachées comme étant falsifiées ou sorties de leur contexte, mais Brenner ayant des témoins experts confirmant que les vidéos étaient authentiques et non éditées, si bien qu'à la fin du contre-interrogatoire, la crédibilité de Thornton était détruite, ses mensonges transparents et ses tentatives de se présenter comme une victime contredite par des preuves accablantes de ses crimes. Les expressions du jury passant d'une curiosité neutre à un dégoût évident. Le jury a délibéré pendant 3 jours avant de rendre un verdict de culpabilité pour des accusations réduites de voies de faits simples au lieu de voies de faits graves, la porte-parole du jury lisant une déclaration expliquant leur raisonnement, concluant que Liam se défendait véritablement contre une attaque de Thornton et que sa peur était raisonnable étant donné l'historique de violence de Thornton, mais concluant également que la force utilisée par Liam dépassait ce qui était nécessaire pour échapper à la menace immédiate, car une poussée ou un coup défensif aurait été justifié, mais le niveau de force qui a brisé la mâchoire de Thornton à plusieurs endroits allait au-delà de la légitime défense. Entrant sur le terrain de la violence en représailles, le jury reconnaissant le contexte de l'échec institutionnel et le traumatisme que Liam avait vécu, mais concluant que la responsabilité exigeait de le juger coupable d'une accusation moindre, reflétant à la fois la justification de ses actions et la nature excessive de sa réponse. Le juge a programmé le prononcé de la sentence 2 semaines plus tard, donnant aux 2 parties le temps de préparer des déclarations. Le tribunal étant bondé le jour de la sentence avec des partisans des victimes, des médias et des observateurs curieux. Le juge permettant à plusieurs personnes de parler avant d'imposer la peine, Sofia Delgado a parlé en premier, remerciant Liam de lui avoir donné le courage de se manifester et disant qu'il l'avait sauvé d'un abus continu potentiel. Rebecca Choi a dit que les actions de Liam lui avaient permis de commencer à guérir du traumatisme qu'elle portait seule. X a dit que Liam avait restauré sa foi en la possibilité de la justice même lorsque les institutions étaient corrompues. Et d'autres élèves et parents ont parlé de la façon dont l'enquête de Liam avait exposé des failles systémiques et forcé des réformes nécessaires, le message écrasant étant que bien que la violence de Liam soit regrettable, le résultat avait été profondément positif pour la communauté. Le procureur a recommandé une détention juvénile de 6 mois, suivie d'une liberté surveillée, arguant que des conséquences sérieuses étaient nécessaires pour dissuader la justice par soi-même, tandis que l'avocat de Thornton a comparu au nom de son client, demandant la peine maximale, et arguant que Liam avait ruiné la vie et la carrière de Thornton par la violence et l'assassinat de sa réputation. Brenner demandant quant à lui la liberté conditionnelle, soulignant le traumatisme de Liam, son épuisement des voies officielles et les résultats positifs de ses actions, présentant des lettres de plus de 200 élèves et parents soutenant la clémence. Le juge a pris près d'1 heure pour expliquer sa décision, reconnaissant la complexité de l'affaire et les intérêts contradictoires en jeu, déclarant à Liam « Tu as commis un acte de violence qui a gravement blessé une autre personne. La violence ne peut être excusée ou tolérée, quelles que soient les circonstances qui l'ont précédée. La société exige que nous résolvions les conflits par des moyens légaux et non par la force physique. Cependant, ce tribunal reconnaît également que tu te sais trouvé dans une situation impossible où toutes les voies légitimes pour chercher justice étaient corrompues ou bloquées. Tu as essayé de travailler au sein du système, et ce système t'a failli catastrophiquement. Ta décision d'exposer Richard Thornton publiquement est née du désespoir, non de la malveillance, et lorsqu'il t'a attaqué, tu t'es défendu avec une force qui a dépassé le nécessaire. Mais cela venait d'un lieu de peur et de traumatisme, plutôt que d'agression. Le juge a continué en expliquant que la loi exigeait une responsabilité pour la violence, mais que la justice exigeait de reconnaître que les systèmes avaient échoué catastrophiquement, notant que Liam avait essayé de travailler via les canaux officiels et avait été trahi par des fonctionnaires corrompus, et bien que cela n'excusa pas l'agression, cela fournissait un contexte exigeant considération, ajoutant que les actions de Liam avaient exposé une faille institutionnelle, qui aurait pu continuer pendant des années, causant des dommages supplémentaires à d'innombrables élèves, ce qui devait être pesé contre le dommage de sa réponse. Le juge a condamné Liam à 200 heures de travaux d'intérêt général dans des organisations soutenant les victimes d'abus et à 2 ans de liberté surveillée, avec la stipulation que Liam participe à des séances de conseil pour traiter son traumatisme et sa colère, ordonnant également que Liam écrive une lettre d'excuse à Thornton. Non pas pour avoir exposé ses crimes, mais pour la force excessive utilisée lors de leur confrontation. Le juge concluant en disant « Cette affaire a représenté un échec des adultes et des institutions à protéger les enfants », affirmant que Liam n'aurait pas dû être placé dans une position où se protéger et protéger les autres nécessitait d'enfreindre la loi, appelant le district scolaire, l'État, les autorités éducatives et les forces de l'ordre à apprendre de cette affaire et à mettre en œuvre des réformes qui empêcheraient des échecs similaires à l'avenir, disant que le courage de Liam à affronter la corruption méritait reconnaissance, mais que ces méthodes ne pouvaient être célébrées car elles normalisaient la violence comme solution à l'injustice. L'objectif devant être de créer des systèmes dignes de confiance pour que les jeunes n'aient plus jamais à affronter le choix impossible entre accepter l'abus et se faire justice eux-mêmes. Le procès pénal de Thornton a été un démantèlement systématique de sa défense, les preuves recueillies par Liam étant complétées par les découvertes de l'enquête policière, créant un dossier accablant, des comptables légistes témoignant du détournement de fonds, traçant chaque dollar volé à travers les comptes de Thornton, découvrant qu'il volait l'école depuis 6 ans, et non seulement 8, avec les premiers vols soigneusement dissimulés dans des irrégularités budgétaires, le montant total volé dépassant 460 000 lorsque tous les comptes ont été tracés, Thornton ayant utilisé l'argent pour financer un mode de vie bien au-delà de ce que son salaire de directeur permettrait, y compris une maison de vacances, des voitures coûteuses et des frais de scolarité dans des écoles privées pour ses propres enfants, ces dossiers financiers montrant des dépôts réguliers en espèces, correspondant aux dates où des familles riches voyaient soudainement des améliorations dans les dossiers académiques de leurs enfants ou recevaient des recommandations favorables pour l'université. Les victimes ont témoigné au procès pénal de Thornton, fournissant encore plus de détails qu'elles n'en avaient donné dans le cas de Liam. L'accusation présentant les témoignages de 8 élèves décrivant du harcèlement ou des agressions, 3 filles témoignant que Thornton les avait agressées après qu'elles eurent été témoins de ses crimes financiers ou remis en question son autorité, 2 garçons décrivant des attouchements inappropriés déguisés en mentorat ou en action disciplinaire, les schémas étant clairs, Thornton visait des élèves isolés, vulnérables ou qui avaient été témoins de quelque chose,
qui les rendait dangereux pour lui, utilisant sa position d'autorité pour garantir la conformité et son réseau de fonctionnaires corrompus pour garantir le silence, la manipulation psychologique étant aussi dommageable que l'abus physique, avec les victimes décrivant se sentir inutiles, complices et convaincus qu'on ne les croirait jamais, d'anciens collègues témoignant des menaces et des tactiques d'intimidation de Thornton, l'enseignante qui avait été licenciée décrivant comment Thornton avait fabriqué des preuves contre elle, y compris des emails falsifiés et des déclarations de témoins manipulés, une conseillère témoignant que Thornton lui avait ordonné de modifier les dossiers des élèves qui se plaignaient de son comportement, changeant leurs récits pour les faire paraître peu fiables ou vindicatifs, un concierge décrivant avoir trouvé le coffre-fort caché de Thornton et avoir été menacé d'expulsion s'il en parlait, chaque témoignage ajoutant une autre couche au tableau de la corruption systémique qui avait infecté tous les niveaux des opérations de l'école, Thornton n'ayant pas seulement commis des crimes individuels, mais ayant transformé toute l'institution en un mécanisme pour protéger et permettre ses abus. La défense a tenté de peindre Thornton comme un homme faillible qui avait commis des erreurs, mais n'était pas un monstre, présentant des témoins de caractère décrivant son service communautaire et son dévouement à l'éducation, arguant que les crimes financiers étaient le résultat d'un mauvais jugement et d'un stress financier personnel plutôt que d'une intention criminelle, et prétendant que les allégations d'agression étaient des malentendus ou des inventions d'adolescents à problème avec des rancunes. Mais l'accusation a systématiquement démantelé chaque défense, montrant que le service communautaire de Thornton avait été ordonné par le tribunal, en raison d'une affaire de fraude antérieure non divulguée, prouvant que les crimes financiers étaient sophistiqués et délibérés, avec des comptes cachés et du blanchiment d'argent, et présentant des preuves médicales et des rapports contemporains corroborant chaque allégation d'agression, si bien qu'à la fin du procès, la défense de Thornton était en ruine, et le jury l'a condamné sur tous les chefs d'accusation, y compris 8 chefs d'agression sur mineurs, détournement de fonds, falsification de dossiers, subornation de témoins et obstruction à la justice, le juge notant que Thornton était dans une position de confiance et avait systématiquement abusé de cette confiance, pour un gain personnel, causant des dommages profonds aux enfants, le condamnant à 18 ans de prison fédérale, avec l'exigence qu'il s'enregistre comme délinquant sexuel, après sa libération et ne travaille plus jamais avec des enfants, l'avocat de Thornton annonçant qu'il ferait appel, mais des experts juridiques disant que les preuves étaient si accablantes que l'appel avait peu de chances d'aboutir. Thornton étant placé en détention immédiatement et transporté pour commencer à purger sa peine. Le surintendant adjoint et la présidente du conseil scolaire ont fait face à leur propre procès criminel. Le surintendant adjoint plaidant coupable d'obstruction et de conspiration, recevant 3 ans de liberté surveillée et une interdiction permanente de travailler dans l'éducation, étant également condamné à payer une restitution au district pour son rôle permettant le vol de fonds scolaires, tandis que la présidente du conseil scolaire a contesté ces accusations et a été condamnée pour acceptation de pots de vin, falsification de dossiers académiques et mauvaise conduite officielle, recevant 2 ans de prison en sécurité minimale et étant condamnée à rembourser les 45 000 qu'elle avait reçu des combines de fraude de Thornton, l'acceptation de sa fille à Yale demeurant annulée et la jeune fille finissant dans une université d'État sous un nuage de scandale, et le policier qui avait prévenu Thornton a été condamné pour mauvaise conduite officielle et obstruction, recevant 1 an de prison de comté et un licenciement permanent de la force de police. La corruption systémique qui avait permis les crimes de Thornton était démantelée pièce par pièce. Mais le dommage qu'il avait causé ne pouvait être effacé, les élèves qu'il avait agressés étant en thérapie pour faire face à des traumatismes qui les affecteraient pendant des années. Les familles dont les dossiers académiques des enfants avaient été falsifiés faisant face à des incertitudes sur les admissions à l'université et les perspectives de carrière, la confiance entre la communauté et ses écoles ayant été détruite, les parents retirant leurs enfants du district en nombre significatif, les valeurs des propriétés, dans la zone chutant à mesure que la réputation de l'école s'effondrait, et le district faisant face à une crise financière avec des règlements judiciaires et un déclin des inscriptions, menaçant de forcer des coupes budgétaires massives ou même la dissolution totale du district. Liam a lutté dans les retombées, car bien qu'il ait été qualifié de héros par beaucoup, il est devenu un symbole de résistance à l'autorité corrompue, mais il était encore un garçon de 15 ans qui avait brisé la mâchoire d'un homme et vivait avec cette connaissance, le conseil l'aidant à traiter sa colère et son traumatisme. Son thérapeute, le Dr Kenji Nakamura, un expert en traumatisme adolescent, aidant Liam à comprendre que sa réponse avait été façonnée par des circonstances impossibles, expliquant que la blessure morale se produisait lorsque les gens étaient forcés de violer leurs propres valeurs, parce que toutes les options disponibles étaient mauvaises, Liam valorisant la non-violence et le travail au sein des systèmes, mais ces valeurs étant entrées en conflit lorsque les systèmes ont été corrompus et que la non-violence signifiait permettre l'abus continu, la blessure morale résultante créant une souffrance psychologique qui se manifestait par des cauchemars, de la culpabilité et un engourdissement émotionnel. Liam parlant en thérapie de voir Sophia pleurer dans l'escalier et de se sentir impuissant, de passer des semaines à enquêter parce qu'il ne pouvait pas laisser Thornton blesser quelqu'un d'autre, du moment où Thornton a saisi sa gorge, et de la terreur pure qui a alimenté son coup de poing, disant qu'il ne regrettait pas d'avoir exposé Thornton, mais regrettait que la violence ait été nécessaire, affirmant que le système l'avait forcé, dans une position où protéger les autres exigeait d'enfreindre la loi, un fardeau lourd pour un adulte et écrasant pour un adolescent, le docteur Nakamura l'aidant à recadrer, son expérience non pas comme un échec de caractère mais comme une réponse adaptative à la trahison institutionnelle, Liam ayant fait ce qui était nécessaire pour survivre et protéger les autres dans un environnement où les règles normales avaient échoué. Nous avons inscrit Liam dans une école différente pour sa 2e année, une nouvelle école plus petite et privée, avec une supervision rigoureuse et des mesures de responsabilité, le directeur nous rencontrant personnellement et nous assurant qu'il prenait au sérieux les rapports de mauvaise conduite et avait des conseils de surveillance indépendants pour enquêter sur les allégations, Liam étant sceptique au début, ayant perdu la foi dans les promesses institutionnelles, mais commençant progressivement à croire que cet environnement était différent, les enseignants étant accessibles et réceptifs, les élèves se sentant en sécurité pour signaler des problèmes, et l'administration étant transparente sur les décisions disciplinaires et les changements de politique,
Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait comme les écoles devraient fonctionner, au lieu de comme un mécanisme pour couvrir les abus. Liam a rejoint l'équipe de débat de l'école et a découvert qu'il était talentueux pour construire des arguments et présenter des preuves, son entraîneur disant qu'il avait une capacité naturelle à identifier les faiblesses dans les positions adverses et à construire des dossiers convaincants pour ses propres points de vue. Liam canalisant son énergie d'investigation vers des projets de recherche sur la réforme de la justice pénale et la responsabilité institutionnelle, écrivant des travaux sur la protection des lanceurs d'alerte et l'éthique de la désobéissance civile, ses notes étant excellentes, mais ayant perdu quelque chose d'indéfinissable dans le processus, une innocence ou une confiance que le monde fonctionnait de manière juste, voyant maintenant les structures de pouvoir comme intrinsèquement sujettes à la corruption et les figures d'autorité comme exigeant un examen constant, le conseiller disant que c'était une réponse normale au traumatisme mais que cela pourrait être limitant si cela devenait permanent. Julia et moi avons essayé de modéliser des relations saines avec l'autorité et les institutions, faisant du bénévolat ensemble dans des organisations avec une gouvernance transparente, montrant à Liam que les mécanismes de responsabilité pouvaient fonctionner lorsqu'ils étaient conçus correctement, l'invitant à participer à des réunions du conseil scolaire et des sessions du gouvernement local pour qu'il puisse voir que l'engagement civique pouvait créer des changements sans violence, le présentant à des personnes travaillant au sein des systèmes pour les réformer, des juges qui luttaient contre la corruption, des avocats qui représentaient des clients marginalisés, des enseignants qui défendaient les élèves. Et lentement, Liam a commencé à accepter que les institutions pouvaient être améliorées, même si elles ne seraient jamais parfaites, que l'objectif n'était pas la confiance aveugle, mais l'engagement informé et la vigilance constante. Les victimes que Thornton avait blessées ont commencé leur propre processus de guérison avec divers degrés de succès, Sofia Delgado devenant une défenseuse ouverte des survivants, fondant une organisation étudiante axée sur la prévention de l'abus institutionnel, donnant des interviews aux médias et témoignant devant la législature de l'État sur les réformes nécessaires pour protéger les élèves, sa force étant inspirante, bien que je susse par des conversations avec ses parents qu'elle luttait en privé avec des cauchemars et des problèmes de confiance, Rebecca Choi étant transférée dans une autre école, incapable de rester dans un environnement plein de souvenirs traumatiques, voyant un thérapeute spécialisé en traumatisme d'agression et reconstruisant lentement son sentiment de sécurité, et Trevor Yates recommençant à jouer au football et attirant l'intérêt de plusieurs universités qui avaient appris la fraude de Thornton et voulaient lui donner une seconde chance. Les élèves ont fondé une organisation à but non lucratif appelée Students First Accountability Network, réseau de responsabilité les étudiants d'abord, qui défendait la notification obligatoire, des allégations de mauvaise conduite, la surveillance indépendante des administrateurs scolaires et la protection pour les étudiants lanceurs d'alerte, créant un site web où les élèves pouvaient signaler anonymement des préoccupations concernant la mauvaise conduite des adultes, qui étaient ensuite analysées par un conseil d'avocats et de défenseurs qui déterminait s'il fallait escalader vers les autorités, l'organisation grandissant rapidement, avec des chapitres se formant dans des écoles à travers l'État, aidant en un an à exposer 3 cas supplémentaires de mauvaise conduite administrative et faisant pression avec succès pour des changements législatifs renforçant les protections des élèves. Liam participant au travail de l'organisation dans les coulisses, faisant des recherches et des analyses de politique, mais refusant les rôles de prise de parole publique, disant qu'il voulait aider mais ne voulait pas être le visage du mouvement. Sofia a témoigné devant la législature de l'État en soutien à un projet de loi exigeant que les écoles signalent toutes les allégations de mauvaise conduite à des enquêteurs indépendants au lieu de les traiter en interne, décrivant son agression et les menaces de Thornton, expliquant comment le système actuel lui avait permis d'opérer en toute impunité pendant 8 ans, présentant des données montrant que l'auto-investigation administrative des allégations de mauvaise conduite aboutissait à des taux de confirmation inférieurs à 5%, tandis que les enquêtes indépendantes trouvèrent du mérite dans plus de 40% des cas, les chiffres suggérant que les écoles aient systématiquement les plaintes pour protéger leur réputation, le témoignage de Sofia étant couvert extensivement par les médias, et créant une pression publique pour la réforme, le projet de loi étant approuvé à l'unanimité et surnommé « Loi de Sofia », exigeant que chaque école engage des enquêteurs indépendants qui analyseraient toutes les plaintes de mauvaise conduite d'adultes contre des élèves et rapporteraient les conclusions tant au district qu'au conseil d'éducation de l'État. 2 ans après l'agression, Liam a témoigné devant un comité législatif étudiant la réforme de la justice juvénile, invité à parler de son expérience avec le système de justice pénale, et si elle avait été appropriée, Liam parlant de l'impossibilité de sa situation, où signalée par les voies officielles, menait aux représailles, et où des fonctionnaires corrompus protégeaient l'agresseur, décrivant son enquête et la décision de confronter Thornton publiquement, reconnaissant que sa violence était mauvaise, mais arguant que le tenir responsable tout en ignorant les échecs institutionnels qui avaient créé son dilemme était injuste, recommandant des réformes incluant des protections plus fortes pour les mineurs, signalant des crimes commis par des adultes, des pénalités pénales pour les fonctionnaires, exerçant des représailles contre les lanceurs d'alerte et une surveillance indépendante de toutes les institutions servant des enfants, son témoignage étant réfléchi et mature, impressionnant les législateurs qui s'attendaient à un adolescent en colère, le rapport du comité citant le cas de Liam comme un exemple de la façon dont l'échec institutionnel pouvait pousser les jeunes à des choix impossibles, recommandant des réformes de la justice juvénile qui considéreraient le contexte et la trahison institutionnelle lors de l'évaluation des cas impliquant de la violence contre des figures d'autorité, recommandant également des protections améliorées pour les étudiants lanceurs d'alerte et une formation obligatoire informée sur le traumatisme pour les administrateurs scolaires, certaines de ces recommandations étant mises en œuvre immédiatement, tandis que d'autres étaient incorporées à des efforts de réforme plus larges, le cas de Liam devenant un catalyseur pour examiner comment les institutions servaient les enfants et ce qui se passait lorsque ces institutions échouaient dans leur objectif fondamental. La liberté surveillée de Liam s'est terminée après 2 ans sans incident. Ayant complété son service communautaire en faisant du bénévolat dans des organisations soutenant les survivants d'abus, son conseiller rapportant d'excellents progrès en thérapie et recommandant que le traitement formel de santé mentale puisse se terminer, bien que des vérifications de soutien continu soient bénéfiques, le juge du tribunal pour mineurs, qui l'avait condamné tenant une audience finale pour clore officiellement l'affaire, disant à Liam qu'il avait fait preuve de responsabilité et de croissance au cours des 2 dernières années, et que le tribunal était satisfait qu'il ait appris de ses erreurs, notant également que les réformes inspirées par le cas de Liam empêcheraient probablement des situations similaires. À l'avenir,
disant que Liam pouvait être fier de cet héritage, tout en reconnaissant le coût de la manière dont il avait été atteint. Les inscriptions à l'université approchant, Liam luttait sur la façon d'aborder son casier judiciaire, certaines écoles exigeant la divulgation des condamnations juvéniles, tandis que d'autres non, son conseiller lui conseillant d'être transparent là où c'était nécessaire et de cadrer l'expérience comme formatrice plutôt que déterminante. Liam écrivant sa dissertation principale sur la corruption institutionnelle et les obligations morales des témoins, écrivant sur les choix impossibles créés lorsque les systèmes conçus pour protéger permettent au contraire le dommage, reconnaissant que sa réponse impliquait de la violence et qu'il portait ce fardeau, mais arguant aussi qu'être un témoin passif du mal était sa propre forme de violence, qui érodait la société aussi sûrement que le dommage direct, écrivant sur le fait d'avoir passé 2 ans en thérapie, apprenant de meilleures façons de créer des changements, et sur son travail avec le Students First Accountability Network, aidant à réformer les systèmes au lieu de seulement exposer les mauvais acteurs individuels. L'école du service extérieur de Georgetown a admis Liam avec une bourse complète, la lettre d'admission mentionnant spécifiquement sa dissertation et son engagement démontré envers la réforme institutionnelle et la justice, disant que sa perspective sur le pouvoir, la responsabilité et le courage moral était exactement ce qu'il recherchait chez les futurs leaders. Liam recevant également des acceptations de plusieurs autres universités de premier plan, beaucoup dispensant les frais d'inscription et offrant des forfaits généreux d'aide financière, son histoire étant devenue connue dans les cercles académiques et les institutions valorisant la justice sociale et l'engagement civique étant en compétition pour lui, l'ironie n'échappant à personne que briser la mâchoire d'un homme avait ouvert des portes qui auraient pu autrement rester fermées, mais ces portes représentant des opportunités de créer des changements systémiques plutôt que juste une vengeance individuelle, et cette transformation semblant significative. Le jour où nous avons emmené Liam à Georgetown, j'ai pensé à ce matin à l'hôpital quand il m'avait dit qu'il avait brisé la mâchoire de Thornton. À quel point ses yeux étaient vides, à quel point il était sûr que ce qu'il avait fait était nécessaire. Même en connaissant le coup, 3 ans s'étant écoulés depuis lors et tant de choses ayant changé. Thornton était en prison, les fonctionnaires corrompus qui l'avaient permis affrontèrent des conséquences, la loi de Sophia avait créé des mécanismes de responsabilité dans les écoles à travers l'État, le réseau de responsabilité des étudiants protégeait des enfants qui auraient pu autrement devenir des victimes, et Liam allait dans l'une des meilleures universités du pays pour étudier comment prévenir les échecs institutionnels, comme celui qui avait consumé sa 2e année, la transformation de victime en justicier, puis en défenseur semblant être un arc de rédemption, bien que je susse que Liam luttait toujours avec la question de savoir si la violence en avait valu la peine. Nous avons déballé les affaires de Liam dans son dortoir et rencontré son colocataire, un étudiant en sciences politiques de Californie qui avait lu sur le cas de Liam et exprimé de l'admiration pour ce qu'il avait fait, Liam étant gentil mais je pouvais voir le malaise dans son expression, car il ne s'était jamais senti à l'aise avec le récit du héros, et alors que nous marchions sur le campus, Julia et moi avons senti le poids diminuer légèrement, notre fils allant de l'avant, construisant un avenir qui n'était pas défini par un moment violent, ayant passé 3 ans à transformer le traumatisme en but, ce nouveau chapitre représentant l'espoir que le travail continuerait de manière plus saine, et avant de partir, Liam nous a serré fort et a dit quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Je voudrais que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais si cela devait arriver, je suis heureux que quelque chose de bon en soit sorti. C'est sur cela que je vais continuer à me concentrer. Pas sur la violence, mais sur le changement qu'elle a créé. Conduisant pour rentrer chez nous, Julia et moi avons discuté pour savoir si nous avions agi correctement avec Liam, si nous aurions dû remarquer ce qui se passait plus tôt, si nous aurions pu éviter qu'il soit placé dans cette position impossible, ne pouvant répondre à ces questions définitivement, mais ayant passé 3 ans à essayer de le soutenir, à travers les conséquences de son choix, apprenant qu'être parent signifiait parfois accepter que son enfant a affronté des situations dont on ne pouvait pas le protéger, et a pris des décisions que l'on n'aurait peut-être pas prises, notre travail ayant été d'aider Liam à traiter ses expériences et à construire une vie qui honorait les valeurs, qu'il essayait de protéger, et si nous avions réussi, cela se révélerait au fil des années, non des jours, mais en le voyant marcher vers son dortoir ce matin-là, je me suis senti prudemment optimiste que le garçon qui avait brisé la mâchoire d'un directeur devenait un homme qui changerait les systèmes.